avec trois membres du FC Que Choisir de différents sujets et d'actualité. Gérard Mavian, bienvenue. Eh bien, bonjour à nouveau. Et bien, cette fois-ci, je vais pas faucher l'herbe sous le pied de Jean-Christophe. Je suis accompagné d'un nouveau bénévole, Éric Aubin, de Pierre Malot, notre élève avocat. Éric Aubin va pouvoir nous présenter un des premiers thèmes, et puis Pierre Malot présentera le deuxième sujet. Alors bienvenue à vous. Merci. Tout d'abord, et puis vous allez nous éclairer sur le Nutri-Score. Hein. Absolument. Absolument, le Nutri-Score qui est finalement connu, mais mal connu, mal compris aussi, et donc qui aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année en tout cas, va continuer à défrayer un petit peu la chronique, puisqu'il y a des impacts à la fois économiques, mais aussi sociaux, mais aussi internationaux, parce qu'on n'est pas le seul pays à avoir un label. Alors de quoi s'agit-il ? C'est un label en fait qui définit ou qui essaye de faciliter la compréhension de la qualité nutritionnelle des aliments de consommation courante. Alors, dans sa présentation, il est très simple. Il y a 5 lettres, de A à E. A étant la meilleure qualité nutritionnelle, E étant la moins bonne, et ça s'affiche sur des fonds de couleur qui vont être vert foncé, donc autorisés pour le A, mais plutôt rouge pour le E. Et alors, comment sont définis ces éléments ? Et en fait, c'est le professeur Ekberg qui a développé avec un groupe de nutritionnistes. Alors lui-même est un nutritionniste et un épidémiologiste. Et il a développé justement ce Nutri-Score. Et il l'a présenté en 2017. Et le Nutri-Score est apparu en 2017, mais de façon non obligatoire, donc volontaire pour les industriels. On commence à le trouver. Et il est intéressant. Alors, d'abord, on sait que l'alimentation est un élément de la santé. Il n'y a plus tellement de débat là-dessus. On sait que si on se nourrit mal, on vivra moins, probablement. Et moins bien. Et moins bien, sans doute. Et d'ailleurs, on le voit dans des statistiques officielles qui montrent que dans les années 60, il y avait 3% des enfants qui pouvaient souffrir de surpoids ou d'obésité. Aujourd'hui, on est plus proche de 20%. Donc on a fait x6 dans ces années-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la malbouffe. J'étais, juste un titre d'exemple, j'étais dans un supermarché il n'y a pas longtemps, il y avait une maman avec sa fille, et sa petite fille avait un petit panier où elle mettait les choses qui lui plaisaient, et j'ai entendu sa maman lui dire « Oh, mais il n'y a que des sucreries là-dedans !» Et donc, effectivement, c'est l'attrait du marketing, puis c'est bon, c'est bon. Alors, le Nutri-Score consiste à avoir donc une labellisation sur la qualité alimentaire des aliments de consommation courante, en privilégiant les nutriments et les aliments qui sont favorables et recommandés, et en essayant de discriminer un petit peu, donc qui sera réduit, le score sera réduit par les aliments qui ne sont pas pas recommandés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les manger, mais si on prend des exemples, effectivement, on va favoriser les aliments qui contiennent des fibres, qui contiennent les bonnes huiles, les bonnes matières grasses, qui vont contenir les fibres, les fruits et légumes, et puis on va le score, l'algorithme sera, je vous le simplifie, mais l'algorithme sera réduit s'il y a trop de sucre, trop de sel ou trop d'éléments gras, pas d'acides gras, mais des éléments gras, des matières grasses non recommandées. Voilà. Et donc, c'est vrai quand on regarde l'étiquetage, parce que c'est pas nouveau, ça d'informer le consommateur, et c'est un combat que mène l'UFC Que Choisir, Gérard nous en parlera un petit peu plus tard, mais depuis longtemps, qui est de dire on doit informer le consommateur. C'est-à-dire qu'on trouve, c'est vrai, sur les emballages des produits, des allégations issues de la recherche scientifique, mais on ne sait pas laquelle, on ne sait pas quelle Testé en laboratoire. Testé en laboratoire, donc c'est pour rassurer le consommateur, très bien, mais en réalité, il y a quoi derrière ? Si vous voulez le savoir, il faut regarder le dos du paquet. Alors là, bon courage. Parce que si vous n'avez pas fait une école scientifique, vous allez avoir du mal à comprendre à quoi ça correspond. C'est écrit en petit aussi des fois, souvent. Et puis en petit, police de caractère 2 ou 3, en gris sur fond blanc. C'est histoire de vraiment... Bon, c'est obligatoire, il faut le mettre, parce que c'est obligatoire depuis 2011. Cette information, ça devient nécessaire. Et puis si vous voulez comparer des paquets de chips, il faut prendre la journée, parce que vous allez... Regardez chacun de vos paquets au dos en regardant qu'est-ce qui a marqué sur l'étiquette pour trouver, si vous arrivez à la comprendre, quel serait le moins nocif pour votre santé. Donc ça, c'est un peu compliqué. Avec le Nutri-Score, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous avez tous vos paquets de chips devant vous.
Ils ne seront jamais classés A, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sel, mais ok, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. C'est gras aussi, les chips. C'est gras aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, ça veut dire qu'il vaudra mieux trouver peut-être celui qui est C ou B plutôt que celui qui est D. Et donc la comparaison, elle est immédiate. Ça va très très vite pour l'information du consommateur, c'est très efficace. Et ça ne dit pas, et ça c'est important de le souligner, ça ne dit pas qu'il ne faut pas manger certaines choses. On peut manger de tout, mais sans excès. On ne va pas se gaver de A et B et ne jamais prendre de DE. On a besoin d'huile. Voilà, il y a un certain nombre d'idées reçues, en particulier sur les produits du terroir. Ah, le Nutri-Score pénalise les produits du terroir. Pas du tout, pas du tout. L'agneau de présalé à Saint-Malo est très bien classé dans le Nutri-Score. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a des aliments qui sont surtraités par les industriels, qui font que les ajouts d'éléments chimiques ou la tentative d'addiction en mettant un petit peu plus de sucre ou de choses comme ça va créer une meilleure vente au détriment de la santé. Et ça, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que on le voit d'ailleurs, aujourd'hui, il y a 60% à peu près des industriels qui ont mis le Nutri-Score sur leurs emballages. Évidemment, c'est plutôt ceux qui sont abaissés. Les D et E, c'est 1%, parce qu'ils n'ont pas envie de mettre des produits. Ils préfèrent l'allégation issue de la recherche scientifique. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il faut... C'est pas privatoire. On n'essaye pas de bloquer les personnes en leur disant non, faut pas manger ça. On va les aider à trier grâce au Nutri-Score, ce qui est plutôt plus sain pour eux, ce qu'il va falloir peut-être éviter en consommation importante. Voilà. Et puis, ça va faciliter le parcours et la compréhension du consommateur. Derrière, à la fin de l'année, normalement, l'Union européenne doit définir quel sera le label. Il y aura un document qui va sortir Il y aura un document qui va sortir, absolument, et il y aura la définition d'un label, parce que les Italiens ont leur label, les Anglais ont leur label, alors ça, voilà. Mais le Nutri-Score est un des plus aboutis, parce que justement, même s'il n'est pas parfait, mais il est un des plus aboutis et un des plus reconnus par l'Union européenne, donc on pense que effectivement le combat que l'UFC mène depuis longtemps maintenant pour justement favoriser la compréhension et l'information du consommateur va être reconnu aussi par les instances européennes. Et donc vous avez été présent dans un hypermarché de Saint-Malo pour sensibiliser précisément le public au Nutri-Score. Et qu'est-ce qui ressort de cette journée en fait il ressort que les personnes connaissent, ils ont entendu parler du Nutri-Score. En fait, ils ne savent pas bien à quoi ça correspond au fond. Et ils ne comprennent pas non plus la démarche scientifique bien souvent qui est derrière. C'est-à-dire pour eux, c'est encore un truc marketing, c'est encore une obligation qu'il faut rajouter. Et c'est là où il faut se dire, c'est pas du tout, c'est très neutre. C'est-à-dire que s'il y a des aliments qu'on ne recommande pas, qui ne sont pas très bons pour la santé parce qu'ils vont créer du diabète, de la surtension artérielle, problème cardiovasculaire, etc. Si ça favorise des maladies, on les limite. S'il y a par contre plus de fibres, moins de sucre, très bien, on l'avantage. C'est très neutre, c'est très neutre. Et vraiment, alors la plupart des consommateurs n'étaient pas trop informés de cette partie-là. Voilà. Et donc c'était amusant de voir que néanmoins, beaucoup sont très sensibles à la qualité de leur alimentation. Beaucoup ont leur propre récolte de produits, d'herbes, ils font leur potager. C'est vraiment beaucoup font ça parce qu'ils ont confiance dans ce qu'ils voient pousser plus que dans ce qui leur est proposé par les industriels. Et donc, le Nutri-Score, ça va dans ce sens-là. Ça va les aider à avoir cette compréhension, aussi de la même façon qu'ils regardent leur salade pousser dans leur jardin, ils vont pouvoir bénéficier d'une salade qui sera peut-être, pas pour la salade, c'est pas un bon exemple, mais plutôt de produits qui seront mieux classés que d'autres, parce qu'ils sont sensibles à l'intérêt de l'alimentation. Un retour donc positif, Éric Aubin, si je vous comprends bien, sur cette journée-là. Absolument, très bien. Très bien. Et puis, ça nous a permis aussi de comprendre que l'UFC Que Choisir était connu. Ah oui, on connaît, mais en fait, on nous connaît mal. Donc, on a un travail de meilleur... Vraiment, le but du jeu de l'UFC, enfin Gérard développera ça, c'est que avant d'avoir les problèmes, prenons l'information. Donc, l'idée, c'est de communiquer, d'être présent à côté des consommateurs. Et il y a 5 associations locales, rien que dans un rayon... Les pays, comme on dit, ici. Oui, c'est ça, exactement, dans un rayon de 40 km. Et donc, on est très proche des consommateurs pour les informer, les aider, les aiguiller, leur permettre d'utiliser les ressources
juridique que la fédération a, parce qu'il y a beaucoup de monde à la fédération, de façon à ce qu'on puisse aider les personnes, mais surtout qu'on puisse les informer avant. Et en tant que bénévole qui a rejoint récemment l'UFC Que Choisir, alors j'ai un métier à côté, on peut être occupé, très occupé même, et pour autant avoir envie de servir les gens, d'être tourné vers l'humain, de se dire ok, on est dans un système de consommation où on doit éclairer un petit peu les gens, éviter, puis les arnaques sur Internet et autres fleurissent. Et de mon côté, bien que ma carrière soit plus derrière que devant, maintenant, j'apprends tellement de choses et c'est tellement intéressant que voilà, il nous faut vraiment... bonne raison pour rester en bonne santé alors. Bonne raison pour rester en bonne santé, pour rester actif, pour rester informé. Voilà, c'est extrêmement complet. J'ai découvert l'UFC et pourtant je travaillais déjà avec la DGCCRF, la répression des fraudes et la direction de la consommation. Mais là, je suis encore plus près du cœur du sujet avec l'UFC Que Choisir. Et ça s'entend. Merci à vous, Eric Auvin, pour cet éclairage sur le Nutri-Score. Alors, précisément, vous l'évoquiez à l'instant, les arnaques, malheureusement, elles sont nombreuses. Et Pierre-Maël, vous qui êtes avocat, effectivement, élève avocat, effectivement, et qui êtes en stagiaire à UFC Que Choisir de Saint-Malo, vous allez aussi tirer la sonnette d'alarme sur des phénomènes qui se produisent. Oui, tout à fait, merci. Il y a des phénomènes qui se produisent et qui se multiplient, puisqu'on a déjà, je crois, évoqué le sujet des arnaques bancaires à ce micro récemment. Mais c'est vrai que force est de constater que ce genre d'arnaque court de manière de plus en plus fréquente, des arnaques de plus en plus sophistiquées, des arnaques qui portent sur les opérations par carte bancaire, mais aussi sur les virements où à la fois on contraint le client à effectuer des virements qu'il ne sait pas qu'ils sont frauduleux, en essayant technique de hameçonnage que l'on connaît malheureusement que trop bien. Et le fait est que lorsque les consommateurs se rendent compte qu'ils sont pris dans une arnaque, la banque oppose systématiquement un refus de remboursement. Mais il ne faut pas baisser les bras, et d'ailleurs les associations de défense de consommateurs que nous sommes là pour aider tous les consommateurs. Il faut répondre à la banque par courrier et lui obliger à prouver le manquement grave que l'on aurait commis, puisque généralement les banques se contentent, à une demande de remboursement, elles se contentent de répondre tout simplement que vous avez effectué votre code, donc on ne peut pas vous rembourser. Mais ce n'est pas suffisant comme preuve, il faut établir que le stratagème était trop évident pour ne pas être compris, et ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs. Souvent c'est très sophistiqué, on reçoit des mails frauduleux dont on ne sait pas qu'ils sont frauduleux, avec le logo de l'assurance maladie, pas de faute d'orthographe, donc n'importe qui pourrait être pris dans la tourmente. Et les préjudices sont parfois très graves, puisqu'ils sont entre 1 500 € et 3 000 € en moyenne, ce que relève l'UFC Que Choisir, mais peuvent parfois atteindre plusieurs milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, malheureusement. Et il faut savoir que dans ces cas-là, même si on peut parvenir à obtenir un remboursement partiel, dans la plupart des cas, on n'obtient jamais un remboursement total de la somme, surtout lorsque la fraude est effectuée par virement bancaire, puisque là, c'est le client qui se déplace en banque, qui fait un virement, ce qui est donc plus difficile. Mais on peut toujours, en tant qu'association de défense de consommateurs, agir contre les banques et demander des dommages-intérêts, puisque parfois il s'avère que la banque ne respecte pas les obligations légales auxquelles elle est tenue, obligations légales que nous connaissons en tant que bénévoles et que nous pouvons faire valoir devant les banques. Si une personne porte plainte, oui. Est-ce que la police peut prendre la plainte? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui. Quand on porte plainte en gendarmerie ou en service de police, les services sont obligés de prendre la plainte, mais ce n'est pas une obligation pour obtenir un remboursement. Aucune disposition légale ne le prévoit, et c'est vrai qu'en réalité, malheureusement, les procédures pénales dans ce sens n'aboutissent que très peu, puisque les escrocs sont souvent basés à l'étranger, ont utilisé des plateformes, des plateformes, des systèmes des VPN, donc c'est très difficile de les retrouver. Mais nous, on agit sur un autre plan qui n'est pas un plan pénal, mais un plan civil, sur le plan de réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison des manquements qu'on pourrait caractériser de la part des donc organismes bancaires. Vigilance, si on reçoit un mail comme ça qui nous semble frauduleux, on se tourne vers la source officielle, entre guillemets. Oui, tout à fait. On demande si ça vient bien d'eux. Voilà, on demande si ça vient bien d'eux. On se rend sur le site officiel pour vérifier s'il n'y a pas des bandeaux justement qui disent arnaque qui préviennent. Exact. Et puis si vous, par exemple, on rencontre quelqu'un sur Internet, un réseau social comme Facebook, et que la personne nous demande d'effectuer un virement parce qu'elle est retenue souvent des personnes qui ont des cancers dont les enfants sont malades ou qui sont emprisonnés à l'étranger. Vigilance là également, ne pas effectuer de virement, essayer de se renseigner sur
tapant, googlisant, si je puis dire, l'arnaque en question. Et puis souvent, on trouve des réponses sur des sites, des forums d'entraide. Et souvent, il y a des mails aussi, c'est-à-dire qu'ils réussissent à voir l'adresse des gens qu'on connaît et on croit que ça vient d'eux. Oui. Et puis, on a entendu dans notre entourage des gens qui, sans faire voir, je suis à Londres, j'ai perdu mon portefeuille, ou est-ce que tu peux m'envoyer Exactement. Voilà. Et c'est vrai que naturellement, instinctivement, on a envie de répondre oui tout de suite, mais il vaut mieux s'assurer en contactant la personne qu'elle n'est pas à Londres. Il vaut mieux changer d'adresse, entre parenthèses, là, électronique, si la boîte a été piratée, oui. Oui, il vaut mieux. Faut pas garder l'adresse, on change. Et prévenir ses contacts aussi, alors. Oui, tout à fait, prévenir ses contacts aussi. Okay. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage. Oui. Une expérience de consommateur, c'est que dans les mails qu'on reçoit, justement, ils se prennent pour la sécurité sociale ou autre, si on regarde simplement l'adresse de l'émetteur du mail, on va s'apercevoir que c'est pas quelque chose.gouv.fr, c'est une adresse autre chose. Oui, et tout à fait. Donc, si c'est une adresse @gmail ou @wanadoo ou quelque chose comme ça, jamais une institution gouvernementale ou jamais une autorité ne va adresser un mail avec du @wanadoo. C'est pas Gmail. C'est déjà un bon indicateur de vigilance. Merci pour cette précision. Gérard Mavian, un ajout sur tout ça? Oui, alors le président. Sur l'ensemble, Nutri-Score, Eric l'a largement développé. Il est à noter que, quand même, les marques distributeurs ont, pour des raisons, je pense, commerciales finalement, se sont mis en avant et mettent sur tous leurs produits, sans exception. Alors, quelles que soient les marques distributeurs, j'entends, pratiquement toutes. Donc, je ne vais pas en citer une, parce qu'il faudrait que je cite toutes les autres. Elles ont toutes appliqué sur leurs produits cette fameuse, ce petit, comment dirais-je, voilà, si on peut le voir à l'affiche, enfin je sais pas, c'est le petit logo qu'on voit ça, sur tous leurs produits, c'est indiqué. Alors, je pense que c'est une raison marketing, parce qu'ils sont un petit peu en avance sur les autres, il y a moins de risques pour eux, d'un point de vue produit, puisque de toute façon, généralement, ils sous-traitent les produits, enfin, ils les font pas directement. Bon, donc, je pense que c'est une bonne chose. Bon, eux, ils ont déjà lancé l'opération. Après, charge aux gros industriels de savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent être écartés. Bon. Pour les fraudes bancaires, Pierre Malo en a reparlé. Enfin, on a parlé parce que c'est toujours actuel et de plus en plus. Et une des recommandations, c'est effectivement ne surtout pas répondre sur un mail que vous venez de recevoir, mais d'aller à votre référence, si admettons ça vient de l'assurance maladie, voir sur le site d'Amélie et de poser la question sur ce site-là, et non pas directement sur le mail que vous venez de recevoir. Voilà. Bon, et puis un dernier point, parce que je pense qu'on ne va pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais on reviendra, je pense, notamment sur les fraudes bancaires, je pense que ce sera toujours quelque chose qui va devenir d'actualité. Ce qu'on souhaiterait maintenant, si les auditeurs ont des questions à poser, n'hésitez pas à passer par le canal de Radio Parole de Vie, qui de toute façon fera le relais. Sachez aussi qu'on existe donc, sur le pays de Saint-Malo, et Eric l'a dit tout à l'heure, et que vous avez un contact téléphonique qui est le 02 99 56 80 47, je commence à connaître par cœur, je pense que je devrais citer, et que là, vous laissez vos coordonnées, on vous rappellera pour vous donner des renseignements, parce que les renseignements sont pas payants. Sachez que UFC Que Choisir de Saint-Malo, c'est une association qui est gérée par les bénévoles, et qui évidemment, c'est pas une entreprise commerciale, et que notre recherche d'avoir des adhérents, c'est pas notre priorité. Il est bien évident qu'avoir des adhérents, ça facilite les choses dans la mesure où ça couvre nos frais et des nouvelles directions dans lesquelles on va, et animées notamment par Eric qui vient de nous rejoindre dans la mission, parce que c'est quand même une mission, c'est une petite PME, de toute façon, l'association, en direction des médias. Donc il y a un gros boulot à faire, parce que et on préfère toujours, appelez-nous avant de signer des documents qui vont vous mettre dans l'embarras, et après malheureusement vous viendrez nous voir en disant
suis embêté. Voilà. Bon, je vous dis au mois prochain. Et merci pour votre écoute et à bientôt. Merci pour toutes ces précisions, Gérard Morvian, Pierre Maël et Eric Aubin. Et on vous dit donc à bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie. Au revoir, chers amis auditrices et auditeurs. C'était la fin du 11-12.